Bon, déjà, bonjour à tout le monde. Je crois que je peux démarrer. Ouais. On démarre? Vous êtes prêts? Prêts? Partez? On y va? Mesdames, prêtes? C'est bien. Bon, alors, déjà, bonjour à toutes et à tous. Et je suis ravie de vous voir aussi nombreux. Alors, vous me direz, c'est un peu normal parce qu'on va parler d'un sujet un peu délicat, un sujet qui fâche, un sujet qui désespère parfois, c'est évidemment la pénurie de personnel. On l'estime à environ entre 200 et 300 000 salariés qui manquent à l'appel dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Parfois, on avance des chiffres encore plus élevés. Alors, on va dire c'est une fatalité. Est-ce que c'est encore davantage une fatalité à quelques semaines d'un événement mondial ? Vous savez lequel, bien évidemment, les Jeux Olympiques Paris 2024. On va dire que ce n'est pas une fatalité et qu'il existe des solutions. Alors, j'ai la chance d'être entourée de personnalités qui vont nous aider à y voir un petit peu plus clair et surtout qui vont nous apporter des solutions. Alors, je prends mes petites notes parce que sinon je me trompe dans les prénoms, dans les noms. Alors, j'ai Pauline qui est avec nous, qui est vice-présidente de Tribe Europe, c'est bien ça, du groupe Accor. On peut l'applaudir. Bonjour à tous. Voilà, ça détend l'atmosphère. Il y a avec nous aussi Julia Fénard, qui est directrice des affaires publiques de Brigade. Julia, bonjour Julia. Zoé Dugor, qui est responsable des partenariat de marque chez TikTok. Et pour terminer, nous avons Kim Richard, qui est dirigeante de la société Make Me Glow. Voilà. Bon, maintenant que vous connaissez tout le monde, on va essayer d'entrer dans le vif du sujet. Mais avant tout, on va essayer que ces personnalités qui ont eu le plaisir de m'accompagner nous présentent un peu leur activité, leur société. Alors, qui veut démarrer? On fait dans l'ordre? Allez, on fait dans l'ordre. Alors, Pauline Auster, je suis directrice générale de la marque Tribe. Tribe, c'est la nouvelle marque lifestyle du groupe Accor. Et moi, j'ai un super enjeu pour les 5 années à venir, c'est de développer cette toute nouvelle marque au niveau de l'Europe et d'atteindre les 100 hôtels. Merci. Du coup, je me permets de prendre la suite. Donc, Zoé Dugor, effectivement, je m'occupe d'accompagner les marques sur TikTok pour déployer toutes les campagnes et les stratégies éditoriales. Je pense que vous connaissez tous TikTok. TikTok est une plateforme de divertissement et d'apprentissage. J'ai une petite question, si je peux me permettre. Allez-y. Qui dans la salle utilise TikTok ? Pas mal, ok. Donc vous représentez plutôt bien les 21,4 millions d'utilisateurs présents par mois en France. C'est plus d'un Français sur 3. Donc je trouve que les réponses sont plutôt représentatives par rapport à ces audiences. Merci. À vous, Kim. Bonjour à tous. Alors, je suis Kim Richard, l'une des cofondatrices de la société Make Me Glow. Alors, Make Me Glow, c'est une start-up qui est spécialisée dans les interventions de clients mystères et de développement et de montée en compétences basée sur l'entraînement et la mise en pratique grâce à l'IA conversationnelle. Et aujourd'hui, on se veut garante d'une excellente expérience client en permettant aux collaborateurs de tout service d'hôtel d'acquérir l'aisance relationnelle appliquée à nos métiers, au métier de l'hospitalité, sur des sujets essentiels tels que le parcours client, la relation client tout au long de son parcours, la commercialisation, les ventes additionnelles, les insatisfactions clients, etc. Donc aujourd'hui, on a créé la première plateforme digitale qui intègre un processus de formation continue avec une grille de résultats et une IA conversationnelle. Merci, Kim. Ne nous dites pas tout de suite. À vous. Merci, bonjour à tous. Je suis ravie de prendre la parole en si bonne, excellente compagnie. Donc, je suis Julia, directrice des affaires publiques de Brigade. En quelques mots, Brigade, c'est une solution qui a été créée pour apporter une solution à la pénurie de main-d'œuvre dans la restauration. Donc, concrètement, c'est une plateforme qui permet de mettre en relation des établissements qui recherchent des professionnels qualifiés,
comme des restaurants par exemple, de les mettre en relation avec des professionnels qualifiés comme des chefs, des serveurs, des commis de cuisine, donc en salle ou en cuisine. Et ces professionnels exercent à leur compte. Plus de 80% des missions sur Brigad sont pourvues en moins de 2 heures, donc c'est une vraie solution de renfort. Et aujourd'hui, Brigad, c'est 130 salariés. C'est une levée de fonds réalisée l'année dernière de 33 millions d'euros. Mais surtout, c'est une communauté de plus de 10 000 établissements qui nous utilisent quotidiennement et plus de 20 000 professionnels inscrits sur la plateforme. Et pour terminer, et je pense que c'est important de le souligner, Brigad, c'est une entreprise à mission, au sens de la loi Pacte, et on a pour mission de valoriser le travail et de le rendre accessible à tous, et c'est pour ça qu'on se fixe un certain nombre de contraintes en matière de lutte contre la fraude, pour augmenter les revenus dans le secteur, pour l'égalité des chances, etc. Merci. Bon, alors, il est de coutume de dire, pour résoudre un problème, il faut déjà comprendre les incidences, enfin, en aval et en amont, comprendre pourquoi on en est à ce problème-là. 200 à 300 000 personnes qui manquent dans les métiers de la restauration et de l'hôtellerie. Pourquoi? Comment? Alors, on peut toujours dire, dans d'autres secteurs, il y a aussi une pénurie. On va essayer quand même d'établir un petit état des lieux. On sait que depuis le Covid, ça s'est aggravé, mais on aimerait bien savoir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, je vais peut-être donner tout de suite la parole à Julia, peut-être qu'il y a des éléments de réponse. Avec plaisir. Alors, je pense que le premier constat, et je pense qu'au-delà de l'hôtellerie et de la restauration, il faut repeindre un petit peu la toile de fond qui est assez commune à tous les secteurs. C'est qu'aujourd'hui, la société a changé, le rapport au travail a changé, a muté, a évolué. Les nouvelles générations souhaitent travailler différemment et ça se voit partout. Pour preuve, en 1990, un institut de sondage connu, l'Institut IFOP, demandait aux Français s'ils accordaient au travail une place très importante dans leur vie. Et en 1990, ils étaient 60% à déclarer que oui, le travail occupait une place très importante dans leur vie. Le même institut de sondage a remené l'enquête l'année dernière, en 2023, et aujourd'hui, seuls 21% des Français considèrent que le travail occupe une place très importante dans leur vie. Et donc ça, c'est vraiment la toile de fond dans tous les secteurs. Et quand on parle aujourd'hui de rétention et d'attractivité de nombreux secteurs, je pense qu'il faut toujours remettre ça en perspective avec ces nouvelles attentes, cette évolution de la société. Le Covid a été un élément déclencheur dans la restauration et dans l'hôtellerie en particulier, vous le mentionniez. Déclencheur, Agnès. mais il y avait déjà des prémices, je crois, très avancées. Absolument. En fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le phénomène dans le HCR ressemble à un seau percé. C'est-à-dire que c'est un seau qui se vide plus rapidement qu'il ne se remplit. Il se vide pourquoi? Parce qu'il y a des phénomènes démographiques qui l'expliquent, les départs à la retraite par exemple, mais aussi il y a un vrai sujet d'attractivité. Aujourd'hui, les filières de formation en hôtellerie-restauration attirent moins, donc on forme moins de jeunes pour intégrer. Et aussi, il y a des départs, des abandons et des réorientations. Il y a des personnes qui, tout simplement, quittent ce secteur. Et aujourd'hui, donc, on l'a chiffré, on parle de plus de 200 à 300 000 personnes qui manquent. Et je pense que la rémunération, qui est souvent une réponse qu'on apporte à cette situation, n'est pas la seule pièce du puzzle. Puisqu'on le voit, les salaires, ils ont été augmentés de plus de 16% depuis le Covid, mais ça n'a pas été suffisant pour endiguer le phénomène. Aujourd'hui, ce qu'on constate, en tout cas sur Brigad et des 20 000 talents qui travaillent avec nous, c'est que ces personnes, en fait, elles souhaitent travailler différemment. Elles souhaitent choisir leurs horaires de travail, choisir leurs vacances. Elles souhaitent choisir les clients et les établissements dans lesquels elles interviennent. Elles souhaitent peut-être parfois intervenir dans différents établissements. Et elles souhaitent aussi, voilà, comme on l'a indiqué, être mieux rémunérées. En tout cas, sur Brigad, ce qui est intéressant, et je vais conclure là-dessus, en matière de rétention, c'est que plus de la moitié des talents qui sont inscrits sur la plateforme déclarent que s'ils n'exerçaient pas à leur compte, ils auraient fait autre chose de leur vie. Ils auraient quitté le secteur et ils se seraient réorientés. Donc je pense qu'en matière justement de rétention dans le secteur, c'est une solution qui est très intéressante. Merci beaucoup pour toutes ces explications très, très claires et ces chiffres. On parlera peut-être un peu tout à l'heure aussi de la fidélisation dans les postes. Et on pourra peut-être donner un chiffre sur la durée moyenne d'un CDI
dans la profession. Je crois que vous avez des petites réponses là-dessus. Alors, il y a d'autres éléments, et notamment avec Kim, en préparant cette conférence, elle m'a parlé notamment d'un facteur que je n'aurais pas forcément mis en avant tout de suite. C'est ce qu'elle appelle l'aisance relationnelle dans les métiers de la restauration et de l'hôtellerie. Évidemment que c'est une donnée incontournable. Alors, Kim, comment peut-on expliquer ce manque ou cette absence de formation par rapport à l'aisance relationnelle et Oui. en quoi c'est un facteur qui rentre dans le phénomène de pénurie? Alors, je pense qu'on est beaucoup dans la salle à être d'accord avec ça. Aujourd'hui, en hôtellerie, on recrute de plus en plus de profils peu ou non expérimentés à notre secteur. Alors, à nos métiers, à la culture du secteur, donc de l'hôtellerie, à nos codes. Et tant mieux, on est un secteur plutôt accessible. Cependant, même accessible, il en est de notre responsabilité que d'orienter sur l'exigence de nos métiers, du secteur et sur les codes. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on confond un petit peu, pour le secteur de l'hôtellerie, le savoir-être et le savoir-faire. Surtout sur cette partie accueil client, considération client, relationnelle. Pour moi, on met cette partie-là, relationnelle, l'accueil, dans le savoir-être. Et à tort, pour moi, ça s'acquiert. Donc, on est sur du savoir-faire. Et on l'oublie trop souvent. Nos interventions de clients mystères et même nos expériences avec Alexandra, mon associée, dans nos directions d'établissement, nous font prendre conscience qu'on se focalise souvent sur la transmission lors d'intégration de nouveaux collaborateurs, sur la transmission de savoir-faire, donc les procédures, l'aspect sécurité, etc., et trop peu sur ces valeurs relationnelles. Ce qui génère justement un malaise, un mal-être et ne tend pas à développer cette aisance relationnelle. Donc, je suis d'accord. Et ça bloquerait éventuellement certaines recrues qui seraient prêtes à s'engager, à ne pas accepter certains postes? En fait, je pense qu'il y a aussi, surtout quand on recrute des gens, une certaine désillusion lorsqu'on intègre un poste de réceptionniste ou enfin, des postes en front office, mais même des postes de bar, etc., dans nos plus petites structures. Mais nos métiers ont tellement évolué en plusieurs années qu'en fait, aujourd'hui, un réceptionniste, pour nommer un réceptionniste, on est concierge, on est commercial, on est tout un tas de choses, de savoir-faire et de savoir-être à la fois. Donc oui, je pense qu'il y a aussi une certaine désillusion quand on intègre, qu'on n'est pas issu de ce milieu, et quand on squeeze un petit peu cette partie relationnelle client, de se dire « Ah oui, mais en fait, moi... c'est pas pour moi, quoi. C'est pas pour moi. Et on abandonne. Ou peut-être même qu'on n'y va pas d'emblée parce qu'on ne se sent pas forcément à l'aise dans ce type de relation. On n'est pas forcément à l'aise et encore une fois, accueillir, entretenir une relation avec un client, ça s'acquiert. Cette technicité métier, pour moi, elle libère tout le potentiel de nos collaborateurs. Et il est important qu'ils la maîtrisent. Merci Kim. Alors, on avance un peu quand même dans le débat et on va essayer d'apporter maintenant, de commencer à apporter des solutions parce que je crois que vous êtes là pour les entendre. Je vais me tourner cette fois-ci vers Pauline. Pauline, vous pouvez nous éclairer un petit peu sur le travail que vous faites chez Tribe et comment vous arrivez par rapport à parfois des postes un peu complexes, à trouver des solutions peut-être plus fluides pour recruter, pour attirer, pour séduire des jeunes talents, parce que des talents, il y en a, il faut aller les chercher. Alors, on a tous connu la marque Tribe, comme tout le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, a connu post-Covid des difficultés de recrutement. Et j'ai beaucoup aimé ce qui vient d'être dit parce qu'effectivement, il y a des aspects sur le savoir-être. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette technicité aujourd'hui. Nous, on estime chez Accor et chez Tribe que le technique, ça s'apprend, le savoir-être, ça ne s'apprend pas. Et donc, on a mis en place ce qu'on appelle des grandes journées de job au talent, où on a invité des jeunes, des moins jeunes,
à venir participer à des journées sur lesquelles on les mettait en situation avec des jeux des 7 erreurs en chambre. On mettait des tables de cuisine où on leur demandait de constituer un dessert avec des éléments qu'ils avaient devant eux. Et en fait, ce qui nous intéressait, c'était pas tellement la manière de découper, la manière de ranger la chambre, la manière de trouver ces erreurs, c'était plutôt le comportement face à cette situation inattendue qu'on pouvait avoir avec ce candidat. Une petite précision, Pauline, des jeunes recrutés, enfin venus sans CV. Exactement. Voilà, il faut le préciser. Sans aucune compétence ni expérience dans l'hôtellerie, mais qui avaient juste envie de se dire, moi j'ai vu un bar sympa et ça m'a plu en termes d'expérience et je me suis dit que j'aimerais bien apprendre. J'ai vu un hôtel et en fait cet univers-là m'attire. Et donc Accor a fait le choix d'aller chercher ces personnes-là et de se dire, on a une académie chez nous, on a une grande expérience de l'hôtellerie et tout ce qui est partie technique, on va la prendre en charge et on va l'accompagner. Ce qui ne se décide pas, c'est le savoir-être. Et ces jeunes, ces moins jeunes qui ont envie de s'essayer à l'hôtellerie sans aucune compétence, on va les accompagner pour qu'ils deviennent un des collaborateurs de référence et qu'on les fasse évoluer dans tout ce qui est technique. Il faut juste savoir aujourd'hui chez Accor que 28% de nos directeurs n'ont pas de diplôme post-bac. Donc, ça veut bien dire aujourd'hui que le secteur de l'hôtellerie-restauration, et on a des dizaines d'exemples chez Accor, est un des rares secteurs où on peut encore commencer femme de chambre, réceptionniste, commis, et arriver avec des postes de direction. Des histoires de femmes de chambre qui sont directrices des opérations, des histoires de réceptionnistes qui sont devenus rapidement des directeurs. On en a plein dans le réseau, j'ai des tas d'histoires. Mon directeur des opérations chez Tribe, qui est aujourd'hui directeur des opérations sur l'Europe, a commencé en cuisine avec un CAP de cuisine. Donc des belles histoires comme ça, il en existe. C'est pas que des choses qu'on voit sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux chez Accor nous permettent de le mettre en valeur. Donc c'est très important d'utiliser ces éléments-là pour promouvoir. Mais encore une fois, on est sympa, on a envie. C'est des métiers où on est capable de vous apprendre le technique. Et le technique, c'est plus facile, j'ai envie de dire. Et puis peut-être pour rassurer de jeunes recrues qui n'ont pas forcément l'habitude de fréquenter des établissements, donc qui n'ont pas forcément les codes, vous êtes en train de les rassurer en disant c'est possible de les apprendre, c'est tout simple. Il suffit juste de les connaître et de les apprendre. Exactement. Et alors chez Tribe plus particulièrement, on cherche vraiment ce côté authentique du collaborateur. Ce côté très friendly, qui est capable d'aller discuter avec un client. Et finalement, quand vous êtes client et que vous avez quelqu'un de plutôt sympa, mais qui va faire une erreur dans ce qu'il est en train de proposer en termes de service, on ne retirera pas rigueur. On préfère ça que quelqu'un d'un peu retenu ou qui ne va pas être très avenant et qui finalement va faire la perfection, le côté administratif de l'accueil, etc., mais qui n'aura pas réussi à se connecter avec vous. Cette connexion-là, c'est aujourd'hui, les soft skills, c'est ce qu'on cherche le plus dans nos métiers. Et on a un métier de service. Et le métier de service passe par cette connexion à l'autre, par cette émotion qu'on est capable de créer. Et finalement, peut-être qu'il aura fait une erreur dans l'écriture du nom, dans la clé, dans la manière de vous servir le café. C'est pas grave parce qu'en fait, on aura créé une relation qui aurait été vraiment valorisante en termes d'expérience client. Voilà, j'ai envie de résumer en disant il faut apporter de l'humain, tout simplement. Exactement. Alors, vous nous parlerez peut-être tout à l'heure des challenges que vous faites avec les étudiants. Avec grand plaisir. On va laisser un peu la parole à Zoé. Alors, on ne peut pas éviter, enfin, on ne peut plus omettre les réseaux sociaux. Même ma génération, voilà, je ne suis pas encore sur TikTok quand même. Mais il faut, voilà, je vais m'y mettre, vous allez m'apprendre. Zoé, vous allez nous parler de ce que vous faites chez TikTok et comment vous attirez les jeunes recrues et comment aussi les futurs employeurs vous font confiance. Quelles relations vous entretenez avec les futurs employeurs aussi? Exactement. Je pense que quand on est recruteur au sens large et dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, bien sûr, on a des challenges qui sont d'attirer, engager et fidéliser nos employés. Je pense que TikTok, c'est peut-être un terrain d'expression parfait pour attirer ces futurs candidats. Tu parlais à l'instant d'authenticité, de finalement être
comme on est et montrer tout ça de manière très authentique, c'est l'une des valeurs clés de TikTok et je pourrais y venir juste après. Mais en tout cas, la marque employeur a totalement sa place sur la plateforme puisque, juste pour votre information, on a mené une étude autour du sujet sur TikTok auprès de nos utilisateurs, autour du recrutement en général. Et 70% de nos utilisateurs estiment que la marque employeur a sa place sur la plateforme. En tout cas, que c'est un super terrain d'expression pour parler de son entreprise. Donc ça, c'est une chose hyper importante à avoir en tête. Ensuite, TikTok, finalement, est un super terrain de jeu pour s'exprimer autour de ça. Vous le savez, TikTok, c'est une plateforme de divertissement et d'apprentissage, 100% vidéo. Je mets une petite nuance. C'est vrai qu'on ne se considère pas forcément comme un réseau social à part entière. Parce que sur un réseau social, on doit être connecté à nos amis pour avoir du contenu. Sur TikTok, on n'est pas obligé de suivre des gens pour avoir du contenu. C'est plutôt en fonction de ses points de passion et des sujets qui nous intéressent que les contenus vont nous être poussés. Et donc du coup, sur TikTok, on va pouvoir s'exprimer autour de sa culture d'entreprise, montrer ses coulisses. Ça, c'est un point très important. Ce qu'on aime sur TikTok, c'est voir un peu l'envers du décor au travers de ces vidéos courtes et captivantes. Donc, il ne faut pas hésiter à montrer vraiment l'envers de l'entreprise, les coulisses, et surtout faire parler ses employés, faire témoigner ses employés sur leur expérience pour finalement attirer les nouveaux candidats. Excusez-moi, Zoé, je crois aussi que vous avez augmenté la durée des vidéos. Oui, c'est important tout à de le dire. fait. Ça, c'est un sujet, ça prouve bien qu'on est plutôt une plateforme de divertissement puisque historiquement, les vidéos étaient très, très courtes sur TikTok. Maintenant, on peut aller jusqu'à 10 minutes. Mais bon, attention, je pense que pour aller jusqu'à 10 minutes, il faut avoir un gros storytelling derrière. Donc, plus on est sur des vidéos courtes et impactantes, et plus c'est efficace aussi. Donc, pour un recruteur, 5 minutes, non? C'est un peu long. C'est un peu long Quand on se lance sur TikTok. Je vous donne un exemple. Je vous invite à aller regarder le compte de Club Med qui a lancé un compte qui s'appelle Club Med Jobs et qui met en avant toutes les opportunités à saisir en termes de travail au sein de Club Med. D'ailleurs, Accor aussi capitalise beaucoup sur le compte organique pour mettre en avant toutes les opportunités de job. Et dans un tout autre secteur, Carrefour recrute. Carrefour utilise vraiment TikTok pour la partie recrutement. Donc il y a des vrais exemples là sur de l'organique, donc des comptes alimentés tous les jours au sujet du recrutement. Et par ailleurs, on a aussi la possibilité de mener des campagnes, donc là c'est plutôt des campagnes publicitaires, pour recruter des leads directement via la plateforme. Donc ça, c'est encore autre chose, mais c'est aussi une possibilité. Merci beaucoup, Zoé. Alors, j'ai envie de me faire un petit peu l'avocat du diable. Les journalistes aiment bien faire ça. Alors, je me dis, mais alors il y a des solutions. On a l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais malgré tout ça, il y a toujours cette pénurie. Alors, est-ce que, au lieu d'impliquer les futurs recrutés, est-ce que les recruteurs n'auraient pas intérêt, entre guillemets, à se remettre un peu en question? Est-ce qu'il n'est pas temps, comme Zoé l'a abordé un petit peu, de voir un petit peu où on en est des marques employeurs, du contenu de marque, parce que c'est peut-être ça aussi qui attire les jeunes recrues. Alors là, je vais me tourner plutôt vers Pauline pour en parler. Qu'est-ce qu'on fait chez Tribe pour justement cultiver cette marque ? Alors, on fait beaucoup de choses. Alors déjà, vous parliez tout à l'heure de tout ce qu'on fait avec les étudiants. Donc, ça s'appelle des challenge take-off. L'idée, c'est de se dire, faut qu'on se remette en question. Parce qu'effectivement, à un moment donné, nos métiers n'ont plus été assez attractifs, assez sexy. Qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu se remettre en question? Et donc, nous, on a fait appel à des étudiants du monde entier pour réfléchir à des problématiques. Et ça allait aussi bien de problématiques de recrutement que de problématiques RM pour remplir nos hôtels, etc. Et ça, c'est le premier élément, c'est de se dire comment on redonne une envie à des jeunes qui vont bientôt arriver sur le marché, de se dire c'est plutôt sympa. Il y a des choses qui se passent chez Accor ou chez Tribe. Il y a une envergure que je ne maîtrisais pas forcément parce que derrière un grand logo, une grande marque, qu'est-ce qui se passe? Et aussi donner accès à des gens du top management qui viennent discuter de sujets du quotidien avec ces jeunes. Ça, c'est le premier point.
On a évidemment toute une valorisation interne et je pense que la première chose aussi pour attirer, c'est au-delà de dire j'ai un super job de réceptionniste pour vous, c'est qu'est-ce que je vous propose après et comment je vous accompagne après. Donc on a mis en place une plateforme, alors pour le coup c'était chez un concurrent de TikTok où on a mis des vidéos où on expliquait tous ces parcours hôteliers, les solutions d'accompagnement en termes de formation, les perspectives d'évolution au siège mais aussi en OP. Accor, c'est 45 marques, c'est 250 000 collaborateurs, c'est des sièges dans le monde entier, c'est des business accélérateurs comme il y a certaines OTA, comme des solutions pour aller chercher des clients sur des solutions online. Donc c'est du digital en passant par la réception, en passant par le marketing, c'est montrer toutes ces opportunités-là qui permettent un jeune, un moins jeune, à quelqu'un qui a envie de se réorienter, de se dire l'hôtellerie, c'est pas que servir un café, c'est pas que donner une clé de chambre. Et c'est comment on projette les gens là-dedans. Il y a ça, et il y a aussi tout ce qu'on fait pour valoriser, par exemple, les femmes. Le métier de l'hôtellerie, c'est aussi beaucoup de femmes. Dans mon périmètre, j'ai énormément de directrices et de directeurs, mais c'est comment on les met en avant, parce qu'on sait que parfois, alors même si là, vous vous retrouvez devant des femmes dirigeantes qui ont de très beaux jobs, il y a aussi tout un accompagnement. Et chez Accor, il y a des programmes d'accompagnement de leadership à des postes de cadres dirigeants, d'accompagnement aussi de carrière avec les programmes qui s'appellent Rise, qui valorisent aussi tous ces parcours de femmes et qui permet non seulement de redonner de la perspective, mais d'aussi valoriser tout ce qu'on est capable de faire. Et enfin, on a une académie au sein d'Accor qui permet d'avoir accès à des formations marketing, digital, des métiers opérationnels, à comment on fait une chambre, comment on fait un nettoyage, comment on gère une crise, parce que c'est aussi ça, les métiers de l'hôtellerie. Et finalement, on arrive à susciter de l'intérêt, à revaloriser. Et une fois qu'on a dit ça, là, on a donné de la perspective, on a donné de la formation, on a redonné un peu d'envergure et d'aspérité au métier de l'hôtellerie. Il faut revaloriser des salaires. Donc ça, on a suivi le mouvement chez Accor, même s'il y avait déjà des choses qui étaient très élaborées. Donc on a revalorisé les salaires, on a travaillé sur les temps de travail. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui veulent travailler 3 jours dans la semaine, que le soir, que le matin. Donc on a aussi su, avec des utilisations d'outils digitaux, retravailler sur nos plannings et puis favoriser les ajustements. J'ai besoin de mon samedi, j'ai besoin de mon mercredi soir, etc. pour trouver une ergonomie, faciliter le quotidien du travail. Et puis, quand on n'est pas en OP, qu'on n'est pas derrière une réception, le télétravail a été mis en place, ce qui a facilité aussi parfois des déplacements longs, les réduire, etc. Donc on a remis tout ça en place. Et dernier point, on a un formidable programme qui s'appelle All, dans lequel on a intégré les collaborateurs, qui vous donne avantage des réductions sur les hôtels, sur les restaurants, dans le monde entier. Donc c'est aussi ces avantages-là, cumulés bout à bout, qu'on a su communiquer et revaloriser, qui ont redonné aussi une aspérité à un métier qui pouvait être... On a eu un vrai bashing post-Covid sur la pénibilité et les difficultés qu'on avait dans le métier. J'ai envie de résumer tout ça en disant redonner un petit peu de sens aussi. Exactement. Aux différentes tâches. Alors, Julia, je crois que par rapport à l'application Brigade, vous avez beaucoup de choses à nous dire. Voilà, c'est important. Est-ce que dans les contacts que vous avez, vous observez une appétence du côté des recruteurs, j'entends, beaucoup pour les jeunes et un peu moins, on peut peut-être parler un petit peu aussi des seniors, parce qu'on est senior à partir de 45 ans. Et il y a aussi un problème d'emploi aussi. Et peut-être que l'hôtellerie-restauration pourrait répondre à ce besoin aussi. Alors, pour Brigade, ce qui est intéressant, c'est que les profils qui sont inscrits sur la plateforme, ce sont des profils qui sont vérifiés et qui sont expérimentés. C'est-à-dire que sont inscrits sur la plateforme des personnes, ce ne sont pas leur premier job, puisque justement, ils interviennent dans les établissements à leur compte et ils arrivent lors d'une mission et ils sont capables de travailler de manière autonome et ils sont expérimentés et pour la plupart, ils ont vraiment des dizaines d'années d'expérience derrière eux.
Est-ce qu'un senior n'a pas plus de difficultés à trouver du travail et peut-être ou peut-être pas, hein, je ne sais pas, c'est une question que je... Ce qui est intéressant justement sur Brigade, c'est que les missions sont postées par les établissements. Et c'est le profil qui aura rempli tous les critères, recevra la proposition de mission et il pourra l'accepter ou la refuser. Donc en fait, l'âge ne compte pas, c'est-à-dire n'entre même pas en compte. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'on lutte pour l'égalité des chances, c'est-à-dire que les utilisateurs qui reçoivent la proposition de mission, ils la reçoivent sur la base de leurs compétences. L'âge ne rentre absolument pas en compte. Et donc ça, c'est assez intéressant. Ce qu'on constate, nous, surtout du côté des établissements qui nous utilisent, c'est que la manière dont ils engagent et ils retiennent leur personnel permanent, c'est justement en faisant mieux face aux contraintes et aux aléas des ressources humaines, c'est-à-dire les questions d'absentéisme. Par exemple, parce que justement la meilleure manière de faire fuir ces équipes, c'est lorsqu'un collègue est absent, qui n'est pas remplacé et que ceux qui restent, en fait, ils doivent assurer une double charge de travail et si cela continue, ça mène à des burn-out, à des épuisements, etc. Donc là où les retours qu'on a des utilisateurs établissements, ils nous disent que Brigade a été vraiment intéressant pour eux parce que c'est vraiment une solution de renfort. En cas d'absence d'un collègue, en cas d'absentéisme, en cas de l'ouverture d'une terrasse soudainement parce que la météo est à rendez-vous, pour le lendemain on a besoin de quelqu'un. Voilà, donc on est vraiment positionné pour aider les établissements à trouver du renfort, parfois en moins de 24 heures, parfois du matin pour l'après-midi, chose que aucune autre solution sur le marché n'est aujourd'hui en mesure de faire. Et donc la raison pour laquelle ils nous utilisent, c'est parce qu'ils peuvent compter sur des personnes qui sont expérimentées, donc qui n'ont pas besoin de former, justement. Je pense que le sujet de la flexibilité pour les établissements, elle est importante quand il y a ces sujets d'absence ou d'aléas. En fait, on les aide énormément à diminuer la paperasse. C'est-à-dire que Brigade est une solution qui les aide également à générer les contrats de prestation de services, la facturation et les paiements. Donc on leur facilite la vie des deux côtés. Le parcours, on va dire. Absolument. Et pour les talents, c'est un gage aussi de qualité parce qu'ils sont payés en moins de 72 heures. Et ça, c'était quelque chose qui était vraiment très recherché dans le secteur. Et c'est quelque chose qu'on a permis de fluidifier. Et par ailleurs, on leur redonne aussi un petit peu la main sur leurs horaires de travail. Ils peuvent choisir les missions, les établissements dans lesquels ils interviennent. On voit aussi que pour beaucoup, ça a ouvert des nouvelles portes. Des personnes qui n'avaient habituellement pas accès à des établissements de haut standing, en fait, parce qu'ils ont reçu une mission sur la base de leurs compétences, ils vont y aller et en fait, ils vont exceller là-dedans. Et parfois, ils vont être débauchés justement en CDI pour rejoindre les équipes permanentes de l'établissement, etc. Mais on voit aussi que ça ouvre énormément de portes. Très bien, merci beaucoup. Kim, je crois que là, on a un petit peu abordé le sujet de la fidélisation. Ce n'est pas tout de recruter. Après, il faut les conserver, ces talents. Je crois que vous utilisez un outil dont on parle beaucoup, qui est très utile, l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel contexte, comment vous l'utilisez ? Alors, en effet, l'IA en hôtellerie joue un rôle assez important dans cet écosystème. Chez Make Miglo, on a décidé de le mettre au service des compétences des collaborateurs, leur permettant alors sous la forme d'IA conversationnelle. Cette IA conversationnelle, elle va permettre aux collaborateurs de s'entraîner lors d'interactions clients sur des sujets donc essentiels, toujours cette relation avec le client, ces techniques de vente, les ventes additionnelles, la gestion des insatisfactions ou des mécontentements, mais aussi comment un manager entretient le relationnel avec ses collaborateurs, anime une équipe, anime une réunion, etc. Moi, j'ai été en direction d'hôtel pendant plusieurs années avant de créer Make Miglo et j'avais
quand on a créé Make Me Glow avec Alexandra, on a eu ce besoin d'innover dans la méthodologie d'apprentissage de nos collaborateurs, en se focalisant beaucoup sur la mise en pratique et justement cet entraînement. Donc, je ne vais pas forcément vous expliquer ce qu'est l'IA conversationnelle. Ce n'est pas un chatbot, mais venez avec grand plaisir pour une démo. Mais c'est assez lourd, sinon, si je tente de vous expliquer. J'avais des exemples en tête pour de l'upsell, etc., mais je ne vais pas m'aventurer là. Par contre, aujourd'hui, nous, l'IA, on l'intègre sous 2 formats différents. L'IA conversationnelle, il vient renforcer des formations réalisées auprès d'organismes de formation différents du nôtre. On a des partenaires avec qui on collabore. Les collaborateurs vont faire des formations et on propose des capsules de renforcement des acquis avec donc des scénarios qu'on construit nous-mêmes et qui vont évoluer selon les dires de votre collaborateur face à son ordinateur. Donc déjà pour renforcer les acquis et mesurer l'efficacité d'une formation. Et ensuite, on l'utilise, alors nous, en interne, pour des capsules, des activités pédagogiques sur des notions très précises. Donc, générer des upsells. On sait que nos équipes ne sont pas toujours très à l'aise quand on leur dit il y a de l'upsell à faire, il y a de l'upsell à faire, il y a toujours un argumentaire à acquérir. Voilà, ça leur permet d'acquérir cet argumentaire de manière très naturelle. Et cette IA conversationnelle, on a souhaité qu'elle porte ses fruits, qu'elle ait du résultat, et elle permet, à la suite de cet échange, de cette conversation virtuelle, d'avoir un scoring et d'avoir une grille de résultats qui mesure justement cette efficacité de la formation et qui va aller analyser l'articulation, la diction, les mots employés, le langage positif, tout un tas d'argumentaires propres à l'hôtelier, propres à vos process. Donc voilà, cette IA, on l'utilise de cette manière. Et pour finir, j'ajouterais que l'IA conversationnelle qu'on utilise, c'est un véritable outil managérial qui permet, dès vos recrutements, de consolider les recrutements de vos talents en leur permettant de comprendre quels sont leurs axes de travail et d'aller personnaliser ensuite tout leur parcours d'intégration. Et deuxième rôle managérial, c'est d'innover justement dans ces méthodologies d'apprentissage, proposer un processus de formation continue. Donc les équipes, elles sont très autonomes sur ces formations-là, sur ces courtes capsules qui peuvent se réaliser en doublon, en shift, peu importe. Ils peuvent s'arrêter, reprendre la conversation sans conséquence. Merci Kim. J'ai envie de dire, comment est-ce que c'est perçu? Est-ce que c'est un outil ludique ou est-ce que parfois il y a des réticences? Alors, on a noté que ça développait l'engagement collaborateur, déjà l'engagement, cette volonté de se former. C'est souvent, ils ont besoin de voir, les collaborateurs ont besoin de tester. Il faut savoir qu'ils sont face à leur ordinateur ou leur support numérique. Donc souvent, ils sont assez curieux, mais finalement, quand ils voient tout le processus de conversation virtuelle, ils sont plutôt contents parce qu'en fait, ils sont plutôt que des jeux de rôle qui, pour certains, peuvent mettre mal à l'aise les collaborateurs. Là, ils sont en totale autonomie, ils échangent avec alors nous, parce qu'on se filme pour le moment, et l'arborescence évolue selon ces dires. Donc c'est plutôt bien pris. Très bien, merci beaucoup. Je me tourne à nouveau vers Pauline. Vous m'aviez parlé aussi, en termes de fidélisation, de l'importance de mettre en place des cellules d'écoute. Alors, on en parle beaucoup, des cellules d'écoute, il y en a un peu partout, dès qu'il y a une crise, par exemple, voilà. Mais là, ça signifie quoi pour ces métiers en tension? Alors, ça signifie 2 choses. Qu'on leur donne de la considération. Accor a lancé post-Covid plusieurs enquêtes. Alors tous les ans, on a une enquête d'engagement, mais là, il y avait une enquête sur les conditions de travail, voir ce qui leur pesait dans leur quotidien, quelles étaient les solutions aussi qu'ils pouvaient proposer, parce que c'est pas tout d'écouter, mais c'est aussi d'entendre les besoins ou les suggestions, parce que parfois, il y a de la créativité au sein des collaborateurs que au siège ou dans les directions, on n'avait pas imaginé.
Et ces cellules d'écoute, ces enquêtes nous ont permis aussi de comprendre ce qui était adapté, ce qui était à optimiser, ce qui était à mettre en place. Et il y a des actions concrètes qui ont été faites. On a aussi des tables rondes, et les tables rondes, elles sont hyper importantes. C'est les membres du COMEX, parfois, des membres de direction marketing multi-pays d'autres fois, des gens du digital avec des expertises qui peuvent paraître parfois un peu obscures pour des réceptionnistes, mais leur donner accès, les mettre autour d'une table, les écouter, partager, les faire grandir. Et puis aussi prendre, j'ai envie de dire, la substantifique moelle opérationnelle de ces gens du quotidien qui font tourner la machine hôtellerie-restauration et qui font toute l'expérience client. Donc, ces cellules d'écoute, ces enquêtes qu'on a mis en place, ces tables rondes, nous ont aussi permis de montrer une considération, l'importance que tous ces métiers opérationnels qui avaient le sentiment d'être pas valorisés, d'avoir une importance qui était moindre, d'un seul coup, ils reviennent au centre de la table. Et donc, du coup, y a une valorisation de la personne qui donne envie de poursuivre, qui recrée de l'engagement et de la motivation. Ils font tous partie d'une chaîne et tous les maillons sont indispensables. Exactement. Très bien. Alors, quand même, on est à quelques semaines des JO, donc on va poser la question. On est prêt ou on n'est pas prêt? On est à fond. C'est vrai? Bon. Oui. Julien, vous avez quelque chose à dire par rapport à cette préparation? Oui, alors on est très mobilisés sur les Jeux Olympiques, justement. Vous le mentionniez tout à l'heure, il manque entre 200 000 et 300 000 personnes dans la restauration habituellement. Là, pour la période des Jeux Olympiques, les chiffres que l'on a, en tout cas que l'on entend de la part des syndicats, etc., c'est que plus de 60 000 postes à pourvoir supplémentaires sont à prévoir. Donc le message, c'est vraiment que cette période-là, de juillet à août, sera une période vraiment extrêmement tendue. Très, très haute tension sur les recrutements et sur un certain nombre de profils. Je mentionnerai notamment la campagne qui sera lancée bientôt par le ministère du Travail, où le commis de cuisine est parmi les 4 métiers les plus en tension pour les Jeux Olympiques. Et donc c'est là aussi où la raison d'être de Brigade, qui vise justement à aider les établissements à faire face à la pénurie de main-d'œuvre, entre en jeu, puisque nous sommes là pour les aider à trouver du renfort à ce moment-là. Nous, on a énormément de commis de cuisine qui sont inscrits sur la plateforme. Donc ça, c'est intéressant. Et je pense que le message pour tous les établissements, c'est surtout anticiper. Anticiper les besoins. Il y aura des sujets d'accréditation, notamment dépendant des zones géographiques où on est situé. Et voilà. Et surtout, s'il y a des besoins de dernière minute, voilà, sachez qu'il existe des solutions qui pourront vous aider à faire face, même de dernière minute, aux besoins. Et ça, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est encore une fois un sujet de rétention pour ne pas épuiser ses collaborateurs à ce moment-là. Pour les retenir, il faut, voilà, s'il y a des absents, il faut les remplacer. S'il y a des besoins, il faut du personnel qualifié. Et voilà, nous, en tout cas, on est très mobilisés, on est sur les starting blocks. C'est bien, très bien. Zoé, vous sentez aussi cette effervescence? Oui. Oui, forcément, on la sent beaucoup. Sur TikTok, c'est différent, c'est plus les annonceurs du coup qui ont besoin de beaucoup de visibilité sur cette période, donc on est effectivement très sollicités. Tu parlais du gouvernement, du ministère du Travail. On collabore aussi beaucoup avec le gouvernement qui diffuse des campagnes de prévention autour de plein de sujets, et notamment les JO, le côté anticipé et les métiers aussi en tension. Voilà, le gouvernement utilise TikTok pour mettre en avant tout ça lors de campagnes publicitaires. Donc effectivement, on le ressent aussi. Merci à toutes les 4. On termine sur une note positive. Mais maintenant, c'est vous qui allez travailler. Si vous avez des questions, bien sûr, on vous laisse la parole. Qui osera poser la première question? Je lui donne tout de suite mon micro. Alors, j'ai dit bonsoir à tout le monde. Ma question s'adresse particulièrement à Pauline. Donc, dans votre intervention, vous avez mentionné que au sein de Accor, il y a des gens qui commencent comme commis, mais qui au fil du temps sont devenus directeurs, managers, tout ça. Par contre, moi, je crois avoir vu une vidéo, donc plutôt un documentaire qui se déroulait aux États-Unis,
où il y avait une dame qui a commencé comme femme de ménage et qui par la suite allait devenir directrice et propriétaire d'un grand hôtel aux États-Unis. Mais la différence, c'est que cette dame, elle était aussi parallèlement à l'étude. Donc, ça se mérite pour devenir directrice et propriétaire. Donc, ma question principalement, c'est de savoir c'est quel type de stratégie que vous avez mis en place au sein de Accor pour que quelqu'un qui a commencé comme CAP puisse devenir manager, directeur, tout ça. Merci. Alors, très clairement, effectivement, on ne devient pas commis à directeur des opérations en disant « Tiens, coucou, j'ai envie de le devenir ». Il y a des étapes à passer. La bonne nouvelle, c'est que chez nous, on a des entretiens qui permettent déjà de discuter avec l'ensemble des salariés, de voir quelles sont les perspectives, les envies, et de détecter dans ces entretiens les aspérités, les envies, les besoins d'accompagnement qu'il va y avoir pour évoluer progressivement dans les différents métiers. Et ça se passe par du contact en one-to-one dans les hôtels, au siège, etc. Donc, on écoute, on repère, on accompagne, et puis ça peut se passer par différentes manières. La formation, donc on vous envoie à l'académie, ou on vous transfère dans un autre hôtel et on vous met dans des parcours d'accompagnement. Et chez Accor, on a aussi des parcours pour des métiers très opérationnels, mais aussi pour devenir directeur, avec des gens qui étaient en réception, des commis, etc., mais détecter les bons potentiels, les bonnes formations, et les passages dans d'autres établissements, d'autres enseignes du groupe, avec d'autres équipes, pour pouvoir progresser progressivement sur des postes à responsabilité qui vous emmèneront sur des postes de direction. Donc c'est de la formation, c'est beaucoup de motivation du collaborateur, c'est de l'écoute du manager, et c'est aussi du transfert entre différents secteurs et ou établissements du groupe. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Merci, Pauline. Alors, je crois qu'on a le temps pour encore une ou deux questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, vous êtes très sage. Alors, bonjour à tous, merci beaucoup pour cette conférence qui était très intéressante. Moi, j'ai une question par rapport au recrutement concernant le fait qu'on passe à une ubérisation presque du travail dans l'hôtellerie-restauration. Je voulais savoir si c'est des sujets qui vont être intéressants à l'avenir ou qui vont arriver, ou au contraire, est-ce qu'il va y avoir une remise en question du domaine et qu'il y aura peut-être une meilleure politique en termes de recrutement et de bien-être au travail. Voilà, je voulais avoir votre avis par rapport à ça. Je pense qu'on a eu quelques petits éléments de réponse, un petit peu, hein, mais... Oui, le terme ubérisation, il est intéressant parce que, dépendant de comment il est utilisé, ça peut faire penser peut-être au sujet de la précarisation. Et c'est vrai que nous, c'est un sujet qui nous touche beaucoup chez Brigade parce que nous travaillons avec des professionnels indépendants à leur compte. Et justement, le message, il est tout l'inverse. C'est-à-dire que nous, on s'assure justement à ce que ces personnes touchent de meilleures rémunérations et soient mieux rémunérées que sous d'autres formes de contrats. Donc ça c'est très important. C'est pour ça qu'on est une entreprise à mission. Notamment, donc on veut vraiment justement se battre contre la précarisation. Ça, c'est important. Et après, je pense que, comme on le disait tout à l'heure, il y a vraiment une lame de fond de mutation dans le marché du travail aujourd'hui, qui sont les attentes des collaborateurs et la manière dont ils souhaitent travailler. Et ce qu'on voit, c'est que justement, il y a cette volonté de ne plus avoir un rapport un petit peu sacrificiel au travail, où les jeunes collaborateurs, ou même les plus vieux, souhaitent vraiment avoir une mainmise sur leur calendrier, sur leur agenda, choisir les établissements dans lesquels ils interviennent. Et ça, on voit que c'est souvent permis par aussi des nouvelles formes de travail. Donc, l'important, je pense que c'est d'accompagner, d'encadrer et de limiter, si nécessaire, ce phénomène. En tout cas, aujourd'hui, nous, ce qu'on constate chez Brigade, c'est que le renfort de ces professionnels pour faire face à des situations justement d'absentéisme ou d'aléas du quotidien des restaurateurs, il est essentiel. Le syndicat de la restauration, le GHR, ils ont posé la question en français pour savoir s'ils étaient en faveur de voir les indépendants justement intervenir et venir prêter main forte
pour la période des Jeux Olympiques. Et 82% des Français ont répondu qu'ils étaient vraiment en faveur de voir du renfort pour la période des JO notamment. Et ça, je pense que c'est assez intéressant parce qu'à vrai dire, ce phénomène et ces transitions de société, ils sont assez bien acceptés. Après, je pense que le message, c'est aussi qu'il faut que ce soit bien encadré. Est-ce qu'on peut dire que la France pourrait être avant-gardiste aussi sur ces questions et peut-être donner un modèle à d'autres pays, ou est-ce qu'on est un petit peu à la traîne sur les ressources humaines et sur l'évolution de ces mêmes ressources humaines? Je pense que la France peut être vraiment avant-gardiste puisqu'il y a vraiment une voix française, notamment sur ces questions d'indépendants, qui passe par le dialogue social, etc. Donc le modèle français peut vraiment aussi inspirer d'autres pays. Et je pense que ce qui touche de la restauration et l'hôtellerie, c'est vraiment l'excellence française. Donc je pense que s'il y a un laboratoire et un pays au monde où on devrait innover, c'est bien ici. Oui, c'est vrai. Alors là, vous voyez, on termine sur une note très positive. Une dernière question ou on clôt le débat? Merci, pardon. Dan Coulangeon, responsable recrutement et formation pour Apiculture Hôtel. J'ai une question très intéressée pour Kim de Make Me Glow parce qu'on travaille déjà ensemble sur les parcours de formation. J'ai beaucoup apprécié l'échange qui disait que vraiment il nous fallait nous ouvrir à tous les profils, quel que soit leur âge, les juniors comme les seniors. On l'a fait nous avec beaucoup de réussite, mais beaucoup de difficultés sur l'intégration des publics qui ne viennent pas de l'hôtellerie. Et on est passé d'un turnover de 44% en 2019 sur les postes OP à 33% aujourd'hui. Par contre, c'est au prix d'un accompagnement de ces publics qui est très difficile à mettre en œuvre, qu'on réussit dans certains endroits et sur d'autres hôtels, sur d'autres villes, on n'y arrive pas. Est-ce que accompagner des personnes qui ne viennent pas de l'hôtellerie, utiliser l'IA est une option? Clairement. Voilà, il ne s'agit pas de former des personnes qui ont déjà des bases qu'on a, mais de partir de zéro. Je pense qu'intégrer l'IA dans ce genre de parcours, s'il est bien expliqué et qu'il y a cette notion de bienveillance et de compréhension pour laquelle cette IA conversationnelle va leur permettre d'être à l'aise face aux clients, il n'y a pas forcément de raison à ce qu'ils ne l'exploitent pas. Nous, on est présente justement pour intégrer ces nouveaux process qui, je vous le rassure, n'ont pas été simples pour nous aussi. Parler devant son ordinateur et attendre que nous-mêmes parlions, c'est assez intéressant. Mais encore une fois, je reste persuadée que les personnes qui intègrent notre secteur ont du potentiel, ont cette envie d'intégrer un secteur qui, alors lui-même, a du potentiel en termes de développement de carrière, si on s'en donne, bien évidemment, comme partout, si on s'en donne les moyens. Donc, je rassure tout le monde là-dessus. Tant que c'est avec bienveillance et accompagnement et dans l'optique d'une progression de soi-même et pour l'entreprise, tout ira bien. Merci beaucoup Kim. Plus de questions, on peut terminer cette conférence avec des notes positives. Moi je suis convaincue qu'on a bien avancé sur le sujet. Merci à toutes les quatre, je pense qu'on peut les applaudir. Merci Agnès. Et je suis certaine qu'elles se tiennent à votre disposition si vous avez d'autres questions. Merci à tous, à toutes. Merci.